They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Allez, bonjour à tous et à toutes. Encore un petit peu de vidéos techniques cette semaine. On va parler de plusieurs choses, mais pas mal d'électricité. Je vais vous parler de cette bête-là, qui est un répartiteur de charge en sortie d'alternateur pour vos batteries. On va passer via un schéma, puisqu'aujourd'hui, il y a deux grandes idées pour la sortie de l'alternateur, qui est ou un répartiteur de charge, ou des contrôleurs DC-DC. Donc je vais vous dire ce que j'en pense et comment je vois la chose pour monter sur les bateaux. On va revenir sur les panneaux solaires, quelque chose qu'on ne vous a jamais dit sur les panneaux solaires et qui va complètement changer votre vision et la quantité de solaire que vous allez mettre dans votre parc. Vous allez vous rendre compte qu'un panneau solaire de 100 watts ou 200 watts ou 300 watts, ombre portée ou pas ombre portée, meilleur contrôleur MPPT ou pas, ça ne produit pas du tout ce que vous croyez que ça produit. Et puis on va vous montrer aussi en pied de main l'installation des bloqueurs, des taquets coinceurs. Alors je suis sur l'installation des taquets coinceurs pour les drisses de grand voile et drisses de génois. Et là, comme vous voyez l'angle, elle sort de mât ici, elle va rentrer sur le winch, cet angle-là, et elle s'écarte du mât le long de la descente. Ce qui veut dire que si je mets le coinceur trop bas, il va travailler à l'arrachement, ce qu'on ne veut pas. Donc il faut le mettre assez haut, plutôt ici, et dans l'angle que va suivre donc cette drisse pour entrer dans le winch. Donc voilà, donc j'ai à peu près fait la prise des points. Voilà, 1, 2. La drisse de GV pareil à côté. Donc ici qui va rentrer elle sous cet angle là à peu près. C'est pas évident parce que c'est très près, mais alors elle rentre ici. Et elle c'est pareil, elle s'écarte du mât pour pouvoir rentrer sur le winch. Son point d'entrée il est très haut, il est au-dessus de la barre de truc. Donc là je vais venir chercher ici. Ça va quand même tirer pas mal dessus, mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. Et si je les mets plus haut, je suis plus haut que ma main. Donc après en nave, je vais pas réussir à venir fermer ces taquets. Il faudra monter sur quelque chose et c'est un truc à se casser la gueule quand tu vas prendre un riz ou quelque chose comme ça. Donc il faut absolument que quelqu'un d'une taille normale arrive à venir fermer ce taquet tout seul. Alors, petit démontage, c'est pas très compliqué. On défait les deux vis du bas, ici. Et puis, il reste deux vis étoiles. Mais ce qui se passe, c'est que la partie basse sur lesquelles sont les trous est dans une glissière. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Donc, plutôt que tout démonter et que ça me parte dans la gueule, ce que je vais faire, je vais légèrement dévisser ici. Ça devrait écarter la mâchoire du bas. Et cette pièce-là, qui est donc dedans, devrait glisser gentiment. Donc, je vais pouvoir aller la mettre sur le mât et la renfiler gentiment. Voilà, donc pas très compliqué à faire. Donc c'est bien ce que je vous disais, pas besoin de tout démonter. Comme vous pouvez voir, elles sont là et c'est sorti gentiment. Et on se retrouve avec une pièce du bas, voilà, qui est là. Maintenant, il faut faire une trouche. Bah, c'est prêche. C'est prêche. Tu vas ou j'y vais? Bah, j'y vais. Allez, on va. Comme ça, je peux filmer moi. Parce que le trou, c'est quand même la partie la plus technique du bordel. Ah, alors attends, faut que je me mette de l'autre côté. Parce que là, attention, c'est technique. Faire un trou dans son mât, ça n'arrive qu'une fois. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un fil derrière. Il n'y a pas un quoi? Un fil. Ah ouais. Voilà les taquets en place, alors avec leur angle respectif.
Et c'est joli. Et ça marche. Ça marche bien. Alors on va commencer par ce contrôleur de charge. Alors j'ai fait deux schémas. Je vais vous donc ça grosso modo c'est l'alternateur de votre moteur, hein, donc le même en haut et en bas. Et on va partir dans l'hypothèse que vous avez trois parcs de batterie à bord qui sont, alors merci l'écriture, S comme service, M comme donc la batterie de service frigo, machin, etc. M comme moteur, votre démarrage moteur. Et vous avez une batterie séparée pour votre guindeau. Donc là, dans le deuxième schéma, on a la même chose. On a l'alternateur, la batterie de service, la batterie moteur et la batterie guindeau. Alors, le contrôleur de charge, il est représenté ici. C'est cet appareil qui est là. L'idée, c'est simple, c'est que le plus de mon alternateur va rentrer dans la borne plus commune de mon contrôleur de charge, et de là il a trois sorties plus, et chaque sortie va alimenter une batterie. Donc la première sortie qui est isolée va alimenter ma batterie de guindeau, ma deuxième sortie qui est isolée va alimenter ma batterie moteur, et ma troisième sortie qui est alimentée va alimenter ma batterie service. Et le moins de notre alternateur va alimenter donc un moins commun toutes les batteries. Et bon, il y a un petit retour de moins ici sur une cosse, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il faut bien comprendre sur le fonctionnement d'un alternateur à la différence du fonctionnement de votre chargeur de quai, c'est que votre chargeur de quai, c'est ce qu'on appelle un smart controller, c'est-à-dire qu'il va prendre du 220 volts qui est à terre, le transformer au courant continu pour charger votre batterie. Et dessus, le contrôleur de quai, il est spécifique à chaque type de batterie. Donc si vous avez des batteries lithium, vous lui mettez lithium. Si vous avez des batteries plomb, vous mettez plomb. Si vous avez des batteries à gel, vous mettez à gel. Et il va réguler la charge de votre batterie pour qu'elle soit la plus optimale possible. Sur une sortie d'alternateur, ce n'est pas le cas. Il fournit et la batterie charge directement. Là, sur tous les bateaux, la batterie va demander ce dont elle a besoin pour se charger et l'alternateur va lui fournir. De la même façon, quand vous avez un sèche-chevaux que vous branchez sur votre prise à la maison, même si votre prise maison peut fournir 1000 watts, votre sèche-cheveux qui fait 1500 watts, il prend que 1500 watts dans la prise. Bon, mais là c'est pareil, votre batterie va demander à l'alternateur ce dont elle a besoin pour complémenter sa charge, et l'alternateur va donner ce qu'il est capable. Donc votre alternateur, il fait ou 100 ampères-heure, ou 70 ou 200 ou quoi que ce soit. Donc il peut fournir au maximum que la capacité nominale qu'il a, et il va la répartir en besoin des batteries. Ce qui veut dire que, c'est un peu long, je suis désolé les gars, mais c'est un peu technique. Je démarre mon moteur le matin, clac, je mets un tour de clé, donc là, ma batterie démarrage moteur va prendre du jus pour démarrer et alimenter mon démarreur, clac, mon alternateur, bon, on met un peu des tours moteurs, se met à marcher, et là, lui, instantanément, il va commencer à fournir dans les batteries. Donc, il va certainement fournir dans ma batterie le démarrage moteur, ce qu'elle vient de dépenser pour démarrer, et il va commencer à charger mon parc de service, parce que dans la nuit, mon frigo a tourné, on s'est servi des ventilateurs, etc. Et puis, je vais avancer pour lever ma chaîne au guindeau, et là, ma batterie guindeau va demander ce que demande le guindeau. Si mon guindeau fait 100 ampères-heure, c'est 1000 watts, en 12 volts, grosso modo, ça fait, il aspire 100 ampères quand je veux relever ma chaîne. Donc, dès que je vais appeler sur le bouton de commande de mon guindeau, l'alternateur va fournir une grosse partie de ce que demande le guindeau, va commencer à le charger, je lève ma chaîne, et puis on part gentiment du mouillage, et à ce moment-là, l'alternateur continue à fournir. Très rapidement, il va avoir rempli ce qu'avait demandé la batterie moteur. Très rapidement, il va avoir rempli ce qu'avait demandé la batterie guindeau, et il va finir dans la suite à continuer à fournir notre batterie de démarrage. Et puis quand on va à la fin de la journée redémarrer le moteur pour revenir au mouillage, ça va continuer à charger. Maintenant, regardez ce qui se passe avec ce montage-là. Ce montage-là, l'idée elle est complètement différente. L'idée elle est que mon alternateur ne va fournir que mon parc de service.
Et en sortie de mon parc de service, je vais prendre mon plus. Je vais aller sur un contrôleur, ce qu'on appelle courant continu, et un deuxième contrôleur, courant continu. Donc les deux plus sur les plus des contrôleurs, les deux moins sur les moins des contrôleurs. Donc ici j'ai un plus, ici j'ai un moins, ici j'ai un plus, ici j'ai un moins. Et de chaque contrôleur, je vais sortir et je vais alimenter les deux autres batteries. Et là, voilà ce qui se passe. Je démarre mon moteur. Donc là, ma batterie moteur de démarrage prend du jus pour faire démarrer le démarreur moteur. Comme elle a besoin de jus, la batterie de service va se décharger pour fournir du jus qu'a besoin cette batterie-là. Puis l'alternateur va se mettre en route. Donc l'alternateur va fournir cette batterie qui, elle, va fournir la batterie qui est là pour la charger. Puis je vais aller mettre mon gain d'eau. Donc lui, il va commencer, cette batterie gain d'eau va demander du jus, elle va le demander à ma batterie de service qui va se décharger pour fournir à la batterie de gain d'eau et va demander à l'alternateur en même temps. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais demander à une de ces deux batteries de fonctionner, je vais décharger ma batterie de service. Donc ça veut dire que déjà je vais lui mettre 3 fois plus de cycles, puisque chaque fois que ça décharge c'est un cycle, chaque fois que ça décharge c'est un cycle. Et vos DC contrôleurs, ils ont un ampérage optimum. Donc là, admettons que je mette des 30 ampères. Si mon gain d'eau me demande 100 ampères quand je vais lever mon encre comme le coup d'après, lui peut m'en laisser passer que 30. Donc là, dans l'exemple qui est là, l'alternateur peut répondre instantanément à une grosse demande, donner une grosse partie de ce que demande la batterie gain d'eau, et puis après répartir. Là, c'est pas le cas. Mon alternateur, il fournit celle-là, et là, je peux laisser passer 30 ampères. Ce qui veut dire que ici, je vais prendre 30 sur celle-là, et je vais filer 70 sur celle-là, mais l'alternateur peut pas me donner directement 100 ampères. Donc, je vais vraiment taper dans celle-là, et derrière, ce qui va manquer, je vais le prendre dans ma service. Donc ça, c'est très à la mode en ce moment. Tout le monde ici fait des DC contrôleurs. Et moi, je pense que c'est pas une superbe idée. Laissez-moi dans les commentaires savoir si vous avez mis ce montage-là ou si vous avez mis ce montage-là. La grande question qui reste en suspens, et là je vais y répondre, c'est de se dire, si pour des raisons personnelles, ici, sur mes batteries de service, je me suis mis du lithium-iron, donc des batteries lithium, que là, ma batterie moteur, tiens, j'ai mis une batterie plomb, et que là, ma batterie de gain d'eau, j'ai mis une AGM sans, comment dirais-je, entretien. Comment lui, il fait la différence de savoir que qu'est-ce que je fournis à un lithium, qu'est-ce que je fournis à une batterie plomb, qu'est-ce que je fournis à une batterie AGM. Et ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça marche dans le sens inverse, c'est-à-dire que la batterie lithium, elle va demander à cet appareil ce qu'elle a besoin pour finir de se remplir et compléter sa charge, et l'alternateur va fournir tranquillement. Chaque batterie demande son besoin. Donc, cet appareil-là n'a pas à faire la différence entre les batteries. Il va tout simplement fournir aux batteries ce dont elles ont besoin. Donc, on peut très bien avoir 3 types de batteries différentes sur le même contrôleur de charge. Ça ne pose pas de problème. Et ici, de la même façon, le DC-DC, là, si ma moteur, c'est une plomb, ou si là, ma moteur, c'est ma gain d'eau, c'est une AGM, c'est les deux mêmes DC-DC contrôleurs et ils fournissent tranquillement de la même façon. Je pense qu'il est plus optimum sur votre bateau de passer sur cette version-là. Pour vous donner un ordre d'idée sur là, le tarif que ça demande, ici, on est sur un contrôleur de charge qui nous a coûté... donc ça c'est un 200 ampères qui nous a coûté, je fais des queues de cerises, hein, mais grosso modo ça a coûté 100 €, et dessus on va lui fournir les 3 batteries. Ici on était à 270 €, alors attendez je vais l'écrire correctement, 270 € par contrôleur DC-DC. Donc là on en avait pour plus de 500 € de matos pour faire ce montage là, qui pour moi est une usine à gaz, alors que là, on peut mettre 100 €, donc on divise par 5, donc au pire vous en achetez 2, hein, et
c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de fils qui se baladent et c'est beaucoup plus... ça marche comme ça depuis des années. Maintenant, chacun se fait son idée. Je vous laisse de votre côté penser ce que vous voulez y penser. Voilà, je voulais faire le point là-dessus. Je ne sais pas si tout le monde était au courant. Si vous avez acheté un bateau, pensez à faire ça tranquillement. On en profite, on est à l'intérieur pour vous montrer que voilà, toutes les peintures sont en train d'être faites. On est assez content du résultat. La cabine avant, le carré, voilà. Jean-Pascal en profite pour vous faire des images. Puis peut-être que je peux prendre la caméra, puis que aussi tu peux parler, parce qu'il n'y a pas que moi qui parle à la caméra. Ouais, surtout dans cette journée un peu spéciale. Voilà, alors, on va faire un truc tous ensemble. Ça va dire quoi? Happy birthday to you. Alors Jean-Pascal nous fait 30 ans. Deux fois. 2 fois aujourd'hui, hein, donc c'est son anniversaire. Mais bon, plein de bonnes choses, on a bien avancé, on a branché tout l'électronique là-haut. Ah oui, c'est fait, ça marche. Enfin, je vois mon radar qui fonctionne. Donc là, il y avait 2 ans de commande de matériel. J'étais sous mon lit, dans ma chambre, avec tout mon électronique, j'avais qu'une hâte, c'était que ça soit branché. Voilà, donc on a testé toutes les sondes, on a mis la sondeur dans un seau d'eau, on a mis l'anémomètre marche, le speedo marche, la carte est en place, le radar est marche, donc on peut vous faire 3-4 images de ça. On a finalisé donc les 4 cabines doubles avec les petits détails qu'il y avait, donc ça on est content. Les salles de bain, comme vous pouvez le voir, on est bien, il manque le meuble et puis l'installation derrière. Les toilettes sont déjà là, le petit bouton des toilettes électriques. On a passé le câble VHF. C'est fait, on a mis les bloqueurs sur le... Petit problème de mémoire, de carte. mémoire. Donc on a fait le vide, donc on disait qu'on avait mis les bloqueurs sur le mât. Ouais. On avait un petit problème sur la barre de flèche, mais elle est partie en réparation. On montrera le montage ainsi que le galopant. La mise en place du galopant. Et sinon tout est checké, ça fonctionne. Ouais, grosso modo, si on a acheté l'indicateur de barre pour l'autopilote, on vous montrera ça aussi, le montage de l'indicateur de barre. Et puis on a réglé ça aussi. On était sur la fin de l'électricité et voilà le montage optimum qui marche avec donc voilà l'inverteur, le load des panneaux solaires, la charge PV, la charge batterie et le système. Donc tout ça, on a validé. On a validé, c'est bon, ça fonctionne, c'est tout beau. Voilà, et ça l'endroit, c'est à l'envers. 100%. Voilà. 3%, mais on pourrait améliorer. On va montrer le Alors voilà, solaire. On arrive sur les panneaux solaires. Allez, on monte et on vous explique ça. Alors les panneaux solaires, les copains. Vous allez vous dire, oui, il va nous parler du nettoyage, que c'est pas très propre, qu'il faut faire attention à ça. Eh bien, pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que un panneau solaire, il est fait pour une gamme de fonctionnement entre 25 et 85 degrés Celsius. Ça veut dire que à partir de 25 degrés Celsius, tous les 2 degrés de température de votre panneau solaire, il perd 1%. Donc quand il chauffe en plein été à 85 degrés, ça fait entre 25 et 85, il y a combien? 60. 60 degrés. Donc ça fait 30% de perte sur le panneau. Donc je ne sais pas si ça vous parle, sur un panneau de 100 watts, il fait plus que 70. Sur un panneau de 200 watts, il fait plus que 140. Et je vous laisse faire le calcul. Donc ce qui veut dire que là, en plein cagnard, en plein été, il monte à 75 degrés, 77 degrés, des fois 80, des fois 85 si vous êtes comme nous à l'équateur ou très très bas. Vous perdez 30% sur vos panneaux solaires. Donc il y a quelques systèmes qui ont été inventés où il y a un système de refroidissement intérieur, mais ça ne marche pas très bien. Donc si vous êtes comme nous et un peu, voilà, vous voulez de l'élec à bord et que vous dites pourquoi je perdrais 30%, ben, quand vous êtes en plein cagnard, en plein après-midi, vous dites tiens, il faudrait que mes batteries continuent à charger, je mets 2 petits coups de seau d'eau sur le panneau, je vais faire baisser la température de 20 degrés et bam, je viens de récupérer 20 degrés, c'est 10% de charge en plus. Donc ça, on vous en parle nulle part. Avant qu'on vienne discuter sans fin sur cette vidéo, je vais vous mettre les copies d'écran d'où viennent ces données-là. Et donc faites-y attention quand vous avez vos panneaux solaires
plein soleil, ça aime pas trop. Voilà, c'est l'ennemi du solaire, c'est la chaleur. Donc voilà, l'installation de la centrale de navigation. Direction du vent. Là, on peut voir que la direction du vent, puisque il n'est pas branché. Il n'est pas branché. Là, pareil, il faudrait activer la petite molette, mais comme on bouge pas, le bateau est fixe, ça peut pas bouger. Et ainsi que la profondeur. La profondeur, il faudrait mettre ça dans un seau d'eau, mais comme on est à sec, à terre, il se passe rien. 256 degrés, c'est normal, on est fixe, on n'a pas bougé. Ça, c'est le pilote automatique. Et ça, c'est donc la carte Navionics. Mais on peut le mettre ici en radar et carte. Il faut allumer le radar. Mais le radar, il n'est pas allumé. Il faut un certain temps pour qu'il s'allume. On peut mettre on. Ok. Ça va partir. Donc une belle petite installation. Pas mal du tout. Connexion radar, on va le laisser s'allumer. Il y a une version tableau de bord qui est pas mal non plus. Qui nous donne donc l'indicateur de vent, la vitesse sur l'eau, le true wind angle et le apparent wind angle, la position du bateau, la profondeur et le cap. Donc des tableaux qui sont assez voilà, bivalents et intéressants. Voilà, donc là il est en train de se mettre là, on va lui mettre l'émission et puis le radar va démarrer tranquillement. On peut faire du surlapping, c'est-à-dire récupérer sur la carte qui est de ce côté-ci l'éco-radar, donc ça a pas mal de choses en commun. Et donc voilà, on est pas mal là-dessus. Ouais, bah, j'espère que ça va bien marcher. Ça marche bien. Ouais. Bon, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, de bonne heure, de bonne humeur. La semaine prochaine... 26. Le 26, on a dit qu'on allait faire une vidéo, je ne sais plus sur quoi, mais on vous... On a le sujet, on a le sujet. On a le sujet. Allez, on vous embrasse tous, on vous dit à très bientôt. Ça va les copains. They say, oh my God, I see the way you shine.